Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, catégorie podcast. Je vous encourage à liker ce podcast, à mettre une revue, une note, 5 étoiles si possible sur Apple Podcast, afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi m'encourager via la plateforme Tipeee. C'est possible à partir d'1 € par mois, de façon mensuelle ou bien juste une seule fois. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercie par avance. Et je vais d'ailleurs en profiter pour remercier les tipeurs qui me suivent et pour certains depuis plusieurs années, comme Prismimux, Cowell, Valérie, Mathieu, Hélène, Xavier, Coach Your Brain, Hugo, Odile, Prof du Web, Thomas et Tomathead. Merci à tous pour votre soutien. C'est vraiment un grand réconfort de se sentir soutenu de la sorte et j'espère que la qualité du contenu est toujours à la hauteur. Attaquons tout de suite cet épisode qui est consacré à un livre qui s'appelle Holacracy, le nouveau système de management pour un monde en changement rapide de Brian G. Robertson. Il a créé Holacracy lorsqu'il expérimentait des techniques de management au sein de ses entreprises, au départ en tant que PDG. Il a fondé et dirigé une société d'édition de logiciels qui a connu une croissance rapide. Il travaille désormais au sein d'Holacracy One, l'organisation qu'il a lancée afin de contribuer au développement d'Holacracy. Sa démarche a aidé des centaines d'entreprises de par le monde à mettre en place et à utiliser cette méthode. J'ai découvert cette méthode il y a quelque temps déjà, car l'auteur a été plusieurs fois invité dans des podcasts que j'écoute. J'avais donc son livre dans ma pile à lire, et puis lors du sommet GTD dont je vous ai parlé récemment, Brian Robertson est intervenu, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me mette à la lecture de l'ouvrage, ce que j'ai fait. L'auteur s'est rendu compte que dans les entreprises, il y avait souvent des signaux, des mini-alertes, indiquant une catastrophe en cours de préparation ou bien un changement important dans l'écosystème, mais faute d'instances pour les mettre en lumière, faute d'écoute, ces signaux étaient volontairement ignorés avec des conséquences parfois graves pour les organisations. Il nous dit « La capacité humaine de sentir la dissonance du moment présent et de voir le changement potentiel me paraît être un de nos plus précieux cadeaux. » L'auteur appelle tension l'écart entre la situation actuelle et le potentiel ressenti. Sa question est de savoir si chaque tension ou friction dans l'organisation pourrait être rapidement supprimée, un peu comme si l'entreprise s'auto-réparait ou bien s'auto-optimisait de façon dynamique et surtout en temps réel. Un peu comme dans la nature, qui évolue en fonction de l'environnement par elle-même, il faudrait que les entreprises, les organisations puissent faire de même, devenir des organismes évolués et évoluants qui pourraient sentir, adopter, apprendre et intégrer. L'auteur nous dit quand ces tensions peuvent être traitées rapidement et efficacement, alors les organisations bénéficient d'une capacité étendue d'évoluer dynamiquement et continuellement. Pour l'auteur, les entreprises sont bâties sur un principe de prévoir et contrôler. Pour être stables, elles doivent mettre en place des systèmes qui planifient, contrôlent centralement et évitent toute déviation. Tout doit être en place pour éviter les tensions plutôt que de s'y adapter le plus rapidement possible si elles apparaissent. Et même lorsque les managers ou les CEO sont conscients du problème et souhaitent faire évoluer leur organisation pour qu'elle soit plus agile et s'adapte plus rapidement au changement, la tâche est immense et il est très difficile, voire impossible, d'y parvenir dans le contexte des structures de nos entreprises traditionnelles. L'auteur reconnaît qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui fusent et se mettent en place dans certaines entreprises pour faciliter le changement et l'adaptation. Mais le problème de fond, c'est que l'operating system n'est pas modifié. C'est un peu comme vouloir faire fonctionner les applications d'un smartphone sur MS-DOS. Les plus âgés comprendront. La mise en place de toutes ces applications qui tiennent à présent dans notre poche a été faite grâce à un changement radical dans le système opératoire des ordinateurs.
L'auteur, après des années de recherche et d'expérimentation, a donc créé un nouveau système d'exploitation pour les entreprises qu'il a appelé holacratie. Il le définit comme étant une nouvelle technologie sociale pour gouverner et opérer une organisation définie par un jeu de règles principales distinctement différentes de celles qui gouvernent conventionnellement les organisations. Il y a 4 éléments principaux. Une constitution qui pose les règles et redistribue l'autorité, une nouvelle façon de structurer une organisation et de définir les rôles et sphères d'influence des gens, un process unique de prise de décision pour mettre à jour les rôles et influences, et enfin un process de réunion pour maintenir les équipes synchronisées et travaillant toujours ensemble. Le livre est composé de 3 parties. La première partie explique la répartition de l'autorité. La seconde, le fonctionnement du système opératoire. Et enfin, il y a des conseils et un guide pour la mise en place. Commençons par la répartition de l'autorité. L'auteur fait une analogie très intéressante entre les organisations que nous connaissons et le corps humain. Que se passerait-il si nos globules blancs, ayant senti une maladie, devaient attendre qu'un système de contrôle centralisé donne son accord pour produire davantage d'anticorps? Ou bien, si face à un danger, nos glandes devaient attendre une validation avant de produire de l'adrénaline nous permettant de fuir ou combattre immédiatement. De nombreux leaders ont connu ces problèmes et donc misent tout sur la responsabilisation ou l'autonomisation, c'est le mot empowerment en anglais mais qui n'a pas d'équivalent en français, la possibilité de chacun, au moins en théorie, d'agir à son niveau pour améliorer les choses. Or, nous sommes souvent dans un jeu de dupes, car la structure globale de nos organisations est souvent du domaine de la dictature, avec un pouvoir central qui décide et fait appliquer les règles qui ont été décidées en haut lieu. Et il n'est pas rare que les décisions tombées de l'Olympe soient inapplicables sur le terrain, ou bien en contradiction avec des décisions antérieures ou des process existants. L'excès inverse est de vouloir tout traiter via le consensus et de vouloir donner une voix égale à tout le monde. Or, comme le dit Robertson, il y a une grande différence entre avoir une voix et être capable de faire quelque chose avec cette voix, c'est-à-dire être capable de transformer ce que vous sentez en un changement nécessaire. Ce qui fait que la technique du consensus n'apporte que des réunions sans fin et très peu de résultats et de décisions prises. Pour être dynamiques, les entreprises ont besoin de donner à leurs membres le pouvoir de répondre à des problèmes localement, dans leur domaine de compétences, sans avoir à vendre leur idée à un leader tout-puissant qui dira oui ou non. L'holacratie permet à chacun de trouver un espace où exercer son autonomie et qui protège cet espace quelles que soient les actions des membres. Dans l'holacratie, le pouvoir ne réside pas au sommet de l'entreprise, mais il appartient à celui qui est responsable d'un process. Il existe une constitution type qui se trouve sur le site de holacratie.org et vous le retrouverez dans les notes de cet épisode. L'auteur nous dit « Holacratie dit au manager, ce n'est plus à vous de résoudre tous les problèmes des autres et de prendre la responsabilité pour tout. » Et il dit aux employés « Vous avez la responsabilité et l'autorité de gérer vos propres tensions. » On sort de la relation parent-enfant qui est souvent la règle dans les organisations traditionnelles. Petit à petit, des entreprises précurseurs ont expérimenté l'holacratie dans leur organisation, comme Medium ou Zappos, pour les plus connus. Dans ces entreprises, tous les employés sont invités à se demander « Si c'était mon entreprise, qu'est-ce que je ferais ?» Il n'y a plus de managers au sens traditionnel, mais ils sont toujours bien là. Chacun ayant un rôle clair et un périmètre d'autonomie propre, ou résoudre ses propres tensions avec le soutien, s'il est sollicité, des autres membres de l'équipe. Par ailleurs, ces anciens managers, libérés des tâches énergivores qu'ils avaient avant, se retrouvent plus libres d'exercer leur créativité dans leur périmètre. Dans cette nouvelle organisation est mise en place des réunions de gouvernance dans chaque équipe. Le process de gouvernance distribue l'autorité et clarifie les attentes au travers de l'organisation et est mené par ceux qui font le travail et ressentent les tensions en cours de chemin, nous dit Brian Robertson. La gouvernance va devoir répondre à des questions telles que quelles sont les activités sur lesquelles nous devons porter notre attention et qui va le prendre en charge? Quelles sont les attentes que je peux avoir raisonnablement des autres et inversement? Qui va prendre quelles décisions et avec quelles limites? L'auteur nous dit encore, en distribuant le travail d'évolution de l'organisation dans toute l'entreprise, holacratie diminue la surcharge sur le sommet
de l'entreprise et le désengagement trouvé partout ailleurs, en instillant de nouvelles capacités d'apprentissage et d'adaptabilité à travers l'organisation. D'après l'auteur, les espérances, attentes et rêves des membres d'une entreprise sont aussi ce qui rend plus difficile la définition ou la découverte du but de cette entreprise. Pour lui, on ne décide pas de l'objectif d'une entreprise, un peu comme des parents ne décident pas des choix professionnels de leurs enfants, enfin en général, mais on découvre l'objectif en tenant compte du contexte, des ressources, des talents et des capacités à disposition et des services ou produits proposés. C'est un process dynamique et continu. Alors que vous glissez vers le modèle de distribution de l'autorité, le but devient l'encre de la prise de décision à tous les niveaux et dans toutes les sphères d'activité, nous dit l'auteur. Mais comment fonctionne ce système opératoire ? Il y a traditionnellement 3 types de structures, celui qui est sur le papier et que nous croyons être en place. Il y a ensuite la structure telle qu'elle est réellement, avec tous les liens et connexions invisibles sur un organigramme papier. Et enfin, la structure telle qu'elle devrait être pour que l'ensemble fonctionne bien. Avec Holacracy, le but est de créer une structure efficace et qui puisse dynamiquement évoluer pour être toujours plus performante et adaptée aux changements. Dans ce but, chaque personne remplit plusieurs rôles qui sont définis très précisément dans une description de rôle. Chaque membre a accès à ces descriptions. Elles ne sont pas statiques, mais évoluent en fonction des tensions rencontrées et traitées et en fonction de l'évolution générale de l'entreprise. D'où la création du mot holacracy, qui provient du terme holon, créé par le philosophe Arthur Koestler, qui définit le holon comme étant à la fois un tout et une partie. Le philosophe définit les holons comme des unités autonomes et autosuffisantes qui possèdent un certain degré d'indépendance et gèrent les imprévus sans se référer aux autorités supérieures. Et il a créé le concept d'holarchie pour définir des systèmes régis par des holons. Robertson en a tiré holacracy, venu de cracy qui signifie gouvernance, et hola de holarchie. Cette structure est celle que l'on retrouve dans l'organisation de nos cellules qui sont à la fois autonomes et font partie d'un corps. Donc dans la structure holacracy, on a un ensemble de rôles qui sont attribués à des personnes par un lien leader qui est responsable d'organiser le travail et de prioriser à l'intérieur d'un cercle. Un cercle, c'est un peu l'équivalent d'un service avec des rôles intervenant ensemble dans un objectif commun. Un individu peut avoir plusieurs rôles et appartenir ainsi à plusieurs cercles. Le leader de chaque cercle aura la tâche d'assigner un rôle à la personne la plus à même de le remplir. L'auteur insiste sur le fait qu'il parle bien de rôle et pas de personne, de façon à enlever le côté émotionnel qui pollue les relations professionnelles et qui fait que nous pouvons prendre en grippe une personne parce que dans un de ces rôles, nous avons des différends. Il parle d'ailleurs de créer des relations et pas des relations. On va assigner les rôles en fonction des talents, de l'appétence des collaborateurs et pas leur coller une étiquette comme nous le voyons dans nos organisations. Vous êtes au marketing et vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont le RH fait le recrutement par exemple. C'est comme dans la vie de tous les jours, nous avons plusieurs rôles. Je suis une femme, une épouse, une mère, une fille, une tante, une voisine, une collègue, un manager, etc. Tous ces rôles fonctionnent ensemble sans nous poser de difficultés. Chaque rôle est défini par un objectif, un domaine d'intervention et une liste de responsabilités. Voici un exemple avec le rôle du marketing que l'on peut retrouver décrit dans le livre. L'objectif, c'est de faire beaucoup de buzz autour de l'entreprise et de ses services. Son domaine, mailing list de l'entreprise et compte de médias sociaux, le contenu du site public de l'entreprise, les responsabilités, créer des relations avec des clients potentiels dans les marchés définis par le rôle stratégie marketing, promouvoir et mettre en valeur les services d'organisation de l'entreprise pour les prospects via le web et les réseaux sociaux, faire le tri dans les demandes d'intervention et autres opportunités de public relations reçues et envoyer les bonnes opportunités au rôle porte-parole. Tous les rôles sont dans des cercles. Chaque cercle et rôle dans Holacracy dispose d'une réelle autonomie et autorité comme une entité cohésive et entière, et a aussi des responsabilités comme partie d'une plus grande entité. On a donc des cercles qui font partie d'un plus grand cercle appelé des subcercles et des supercercles.
Pour assurer la communication, la cohérence et la cohésion entre les subcercles et les supercercles, il y a des rôles de lien appelés guides et représentants. Les guides sont mis en place par les supercercles pour assurer la représentation des besoins des supercercles dans les subcercles. Les représentants sont mis en place dans les subcercles pour assurer leur représentation au sein des instances du supercercle. Les guides ne sont pas les managers des subcercles. Ils sont comme des porte-paroles à l'intérieur du supercercle. Ils vont allouer les ressources dans le cercle, s'assurer que chaque rôle est bien pris en charge par le meilleur talent, assurer le feedback au sein du cercle, établir les priorités et la stratégie et enfin définir les indicateurs au sein du cercle. Les représentants vont s'assurer de la prise en compte des tensions du subcercle au sein du supercercle pour que ces tensions soient traitées correctement. Il va travailler à supprimer les contraintes externes qui empêchent son subcercle de fonctionner pleinement. Il va aussi remonter des indicateurs au supercercle ainsi que la liste des projets en cours dans le subcercle. Parmi la structure, il y a aussi des facilitateurs et des secrétaires qui interviennent dans les instances et qui sont élus par les cercles. Chaque cercle va mettre en place des réunions de gouvernance 2 fois par mois qui auront pour but de clarifier les rôles, les activités et ajuster la structure au sein du cercle. Il y a aussi des réunions tactiques, plus rapides, pour gérer les questions quotidiennes, synchroniser les membres. Le but est de clarifier les projets en cours et les prochaines actions à mettre en place. Pour synthétiser un peu, chaque personne a un ou plusieurs rôles à l'intérieur de domaines différents et est pleinement responsable de son rôle, et de faire en sorte que les tâches qui lui sont confiées sont parfaitement exécutées. Elle a toute latitude à l'intérieur de son domaine pour agir dans le sens de l'entreprise. Passons à la mise en pratique. La mise en pratique doit devenir une seconde nature pour chaque membre de l'entreprise et les membres doivent finir par se comporter comme une équipe sportive. Chacun connaît parfaitement les règles et joue avec fluidité en les appliquant. Au début, cela nécessite un apprentissage. Pour organiser tout cela, la gouvernance est importante. Les réunions de gouvernance d'un cercle vont donc servir à créer, modifier ou supprimer un rôle. Créer, modifier ou supprimer une règle qui régit le domaine ou le cercle, élire les membres au rôle de facilitateur de réunion, de secrétaire de réunion, de représentant vers les autres cercles, et enfin, créer, modifier ou supprimer des sous-groupes. Dans cette réunion, on va clarifier les rôles si besoin, trouver des solutions collégiales pour supprimer des tensions, repérées par un ou plusieurs membres du groupe. Ce n'est pas le lieu où sont discutées la stratégie, la politique tarifaire ou d'autres sujets du même type, ces derniers étant gérés au quotidien par les opérations. L'auteur nous dit « La gouvernance signifie ralentir, vous vous retirez du quotidien pour améliorer le schéma de l'organisation. Un rôle est donc responsable de son propre domaine d'action et ne doit pas empiéter sur le domaine d'un autre rôle, sauf en cas d'urgence, si la personne qui tient le rôle ne peut être jointe par exemple, et dans la mesure où l'intervention ne crée pas plus de mal que de bien. Ensuite viennent les opérations qui regroupent tout ce qui ne tient pas dans la gouvernance. Pour les opérations et l'organisation individuelle, l'auteur se réfère à la méthode GTD et particulièrement la gestion des projets selon cette méthode et l'importance de bien définir la prochaine action pour chaque projet. Chaque individu a des responsabilités liées à ses rôles. Il doit identifier les tensions qui ne lui permettent pas de remplir ses rôles conformément à leur définition. Il doit gérer les projets, identifier les actions, assurer leur suivi et l'attribution des ressources nécessaires. Il a un devoir de transparence sur l'avancée de son travail, de priorisation et d'information sur la date de fin des projets. Les membres des cercles vont tenir des réunions tactiques où seront examinés les problèmes opérationnels, les mises à jour du statut des projets ou les besoins en support, les arbitrages et la revue des chiffres et indicateurs. Là encore, il y a un process bien précis pour ce type de réunion qui est décrit dans des exemples détaillés dans le livre. Toutes les réunions sont menées par des facilitateurs, qui sont là comme gardiens du process de la réunion. L'auteur fustige les prévisions à moyen-long terme rendues inutiles dans le contexte de changements rapides et permanents dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui. Il compare les exercices de prévision et de plans sur le futur à une personne qui voudrait faire du vélo. Après avoir fait une grande réunion pour décider du meilleur angle pour tenir le guidon, on crée une carte détaillée avec une description de tous les obstacles connus sur la route, le timing et quoi faire pour éviter les obstacles. Puis, cette personne monterait à vélo, tenant fermement le guidon comme défini, fermerait les yeux et avancerait selon le plan et demanderait, après sa chute, qui a merdé ? Holacracy aiderait, au contraire, à s'ajuster le plus rapidement possible, tout comme un cycliste ajuste sa course, son rythme et son équilibre en fonction du terrain sur lequel il est. L'auteur écrit «
quand on est attaché à un résultat attendu, il y a le risque que nous restions bloqués à combattre la réalité quand elle n'est pas conforme aux prévisions. Il propose de se concentrer sur le ici et maintenant pour prévenir les changements et s'y adapter en temps réel pour répondre à la réalité du moment. Il fait la différence entre la prédiction qui vient du latin et qui signifie dire avant ou prophétiser et la projection qui va tenir compte des éléments de la réalité actuelle pour définir là où on devrait arriver en se jetant littéralement. L'auteur explique ensuite comment adopter Holacracy. Il semble y avoir une forte demande pour l'adoption d'une partie de la technologie, cependant, l'auteur indique qu'une mise en place partielle n'est pas du tout recommandée. La mise en place au niveau d'une organisation débute par une sorte de séminaire qui va permettre au management de l'entreprise d'expérimenter Holacracy. Il y a une période d'apprentissage qui dure plusieurs années, car on ne passe pas de plusieurs années de management traditionnel à cette nouvelle technologie en quelques mois. Il faut une pratique de la méthode régulière et imparfaite dès le début et sans interruption si possible. Il y a 5 étapes pour la mise en place. Adopter la Constitution. Cela consiste en la signature de la déclaration d'adoption par le CEO. Un modèle est mis à la disposition de tous sur le site web de Holacracy One. Pour cela, le but de l'entreprise doit être clairement défini. Ensuite, mettre en place un système partagé pour les enregistrements de la gouvernance. Tout ce qui constitue la structure d'Holacracy, les cercles, les rôles, redevabilité et les informations opérationnelles comme les mesures, les checklists, les projets, doivent être stockés dans un endroit accessible à tous. Un outil appelé Glassfrog a été créé dans ce but, mais chaque entreprise peut créer son propre outil. Ensuite, il faut définir la structure initiale. Il faut un point de départ, parfois un unique premier cercle pour initier le processus. Le cercle doit correspondre à ce qui existe et pas à ce qu'on aimerait qui existe. Ensuite, il faut tenir la première réunion de gouvernance et faire les élections. On organise donc la première réunion avec le support d'un facilitateur externe jusqu'à ce que quelqu'un du groupe soit suffisamment familier avec le rôle pour le prendre en charge. Et enfin, on planifie les réunions de gouvernance et les réunions tactiques. L'auteur explique que certaines entreprises ont commencé par appliquer Holacracy dans un secteur seulement, un département. Cependant, cela a rapidement créé des frustrations. En effet, les membres du groupe Holacracy ne pouvaient pas interagir avec les autres départements de l'entreprise comme ils le faisaient à l'intérieur de leur département pour traiter les tensions. Le mode de management traditionnel et Holacracy sont trop éloignés pour parvenir à cohabiter dans le même environnement. Ces entreprises ont dû donc rapidement intégrer Holacracy à l'ensemble de l'entreprise. Ma compréhension de la mise en place est qu'il vaut mieux une implantation globale et forcément imparfaite que de faire des tentatives dispersées qui ne peuvent créer que plus de confusion chez les collaborateurs. Les limitations de la technique. Il y a des cas où Holacracy ne parvient pas à remplacer le management traditionnel. C'est le cas lorsque le patron de l'entreprise ne parvient pas à lâcher prise sur son entreprise. En effet, Holacracy va responsabiliser beaucoup plus de personnes que dans une organisation traditionnelle, et le patron perd un peu son image de chef tout-puissant. Il a un rôle et des responsabilités, et à tout moment, un membre peut intervenir pour lui demander de modifier telle ou telle chose pour lui permettre à lui de faire convenablement son travail. Lors du sommet GTD auquel j'ai assisté en juin, l'auteur nous a donné un exemple. Une personne de son entreprise est chargée de lui soumettre des propositions de conférences et des événements de relations publiques. Au bout d'un moment, elle est intervenue dans une réunion de cercle pour expliquer que la grande majorité de ses propositions étaient rejetées et que par conséquent, elle passait beaucoup de temps sur des recherches qui n'aboutissaient presque jamais. Elle a donc demandé à Brian Robertson de lui donner une liste claire des critères qu'il utilisait pour accepter ou refuser les propositions. Ainsi, cela lui permettrait de faire un meilleur ciblage des événements et augmenter le taux d'acceptation de ses propositions. Or, tous les patrons ne sont pas nécessairement prêts à ce que quelqu'un vienne leur faire ce type de demande et surtout d'être tenus d'y répondre favorablement dans le cadre d'Holacracy. Dans ces cas-là, Holacracy ne parvient pas à s'implanter et à rester en place. Car tôt ou tard, le patron avec cet état d'esprit veut reprendre la main comme avant et il continue à agir comme avant. Il y a alors une dissonance entre ses paroles et ses actes qui sonne la fin d'Holacracy dans l'entreprise. D'autres patrons peuvent aussi considérer que leur entreprise n'est pas suffisamment mature pour que tous les membres soient responsables de leur rôle, notamment dans les startups où le fondateur
peut craindre que les jeunes recrues ne parviennent pas à s'en sortir sans qu'il les guide au quotidien. Une autre raison qui peut empêcher l'adhésion d'Holacracy, c'est le management intermédiaire. La direction est tout feu tout flamme pour la mise en place, mais il y a un noyau de résistance parmi les cadres qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir. L'auteur explique que généralement cette résistance se situe au niveau de l'encadrement qui est déjà présent depuis longtemps et bien implanté, mais qu'il a constaté aussi le même niveau de résistance chez de jeunes cadres à la carrière fulgurante, peu enclins à abandonner leurs nouvelles prérogatives. L'accompagnement avec des coachs de ces cadres peut éviter que la mise en place n'échoue avec une détection au plus vite des individus récalcitrants. Enfin, la dernière raison, c'est une mort lente quelque temps après la mise en place. Tout le monde était partant. Les instances de base ont été posées, les réunions mises en place et suivies, mais subrepticement, les anciennes habitudes reviennent, les employés retournent voir leur ancien manager pour obtenir leur approbation sur des sujets, et finalement, tout s'arrête. L'auteur indique que cela arrive généralement au moment où, après la mise en place de base, il faut commencer à s'attaquer aux gros travaux, c'est-à-dire adapter certains processus importants de l'entreprise à Holacracy. Cela requiert beaucoup de travail et de remise en cause, et certaines entreprises ne passent donc jamais ce cap. Mais que faire si nous sommes intéressés par Holacracy, mais pas du tout en mesure de décider ou d'influencer sur sa mise en place ? Eh bien, il y a de petites choses qui peuvent être appliquées au niveau d'un service ou même d'un individu qui nous permettront d'être plus efficaces malgré tout. Ainsi, l'auteur suggère de définir les rôles de chacun par écrit, de modifier sa culture en modifiant le langage, en parlant par exemple de tensions plutôt que de problèmes, de travailler sur l'organisation de l'entreprise et de veiller à mener des réunions efficaces en utilisant si possible quelques éléments des réunions décrites dans le livre. Cependant, on l'aura compris, on est très loin de la mise en place d'Holacracy. C'est un livre que j'ai trouvé assez théorique sur la technique Holacracy, malgré les très nombreux exemples donnés, principalement sur la tenue des différentes instances de gouvernance. Les principes décrits sont tellement éloignés de ce que je connais au quotidien, il m'a été très difficile de rentrer dans les descriptions des réunions, exercice particulièrement difficile par ailleurs. Du coup, j'ai trouvé le livre très technique, ardu à lire, et il m'a fallu visionner plusieurs vidéos de l'auteur ou d'autres intervenants pour mieux appréhender les concepts. Je pense que n'ayant pas d'expérience commune avec ce qui est décrit dans le livre, hormis les travers des organisations traditionnelles, il m'était du coup difficile de me projeter dans les explications données. Néanmoins, j'adorerais pouvoir expérimenter cette technologie. En effet, je suis confrontée au quotidien à des tensions, certaines depuis des années, et leur mise en lumière, les propositions d'amélioration restent non efficaces car non partagées avec l'ensemble des acteurs. Quand je dis non partagées, c'est-à-dire que ces acteurs ne perçoivent pas la tension, même s'ils en sont les générateurs, et par conséquent, ne voient aucun intérêt à traiter cette tension qui pourrait remettre en cause leur autorité ou bien leur façon de fonctionner depuis des années. C'est frustrant et décourageant de vouloir continuer à améliorer les choses. En tant que manager, quand il faut revenir vers ses équipes en indiquant que le problème ne sera pas résolu, qu'il faut continuer à subir les tensions, c'est très démotivant. Donc, appel à candidature, si vous êtes une entreprise utilisant le modèle Holacracy et que vous cherchez une plus toute jeune cadre dynamique, contactez-moi. Plaisanterie à part, suite à la lecture de ce livre, j'ai pris contact avec une personne dont le métier est de mettre en place cette technologie depuis une dizaine d'années. Elle sera l'invitée de ce podcast dans le prochain épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de Holacracy, je vous recommande la lecture d'une BD créée par Bernard-Marie Chiquet et Étienne Appert de IGI Partners, dont le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Voilà pour l'épisode ou l'article de la semaine. J'espère que cela vous aura plu et que cette nouvelle technologie de management a peut-être retenu votre attention. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à très vite. Bye bye!